Bonjour, vous êtes sur Aligre FM 93.1. Je suis tout seul ce matin dans le studio parce que mon invité Yann Prado est professeur de mathématiques et travaille le mardi matin. Donc nous avons fait l'interview dans mon salon avec Alain Amarillo. Donc nous sommes seuls, Gabriel Ribeiro, l'insomniaque et moi, dans les locaux d'Aligre FM 93.1. Et je vais vous parler d'un petit livre formidable que vient de faire paraître Gérard Bérébi aux éditions Alia. N'hésitez pas à aller le regarder. Il y a des présentoirs dans toutes les bonnes librairies avec les éditions Alia à côté de la caisse. Ce livre s'appelle Algèbre. Je vais vous lire ce que l'éditeur a mis sur la page qui parle de ce livre. D'abord, il y a une citation de l'auteur. « Sa puissance technique est secondaire, jamais une fin en soi. Sa capacité à changer de point de vue, à prendre de la hauteur pour entrouvrir des portes toujours plus lointaines, plonge ses élèves dans une extase presque mystique. Peu à peu, le maître devient gourou. Avec la pugnacité d'un véritable enquêteur, Yann Prado tente dans ce récit à la croisée de l'autobiographie et du roman de comprendre comment on devient Alexandre Grothendieck, ou Dieck, Grothendieck, mathématicien de génie. Enfant déjà, celui qui est aujourd'hui considéré comme le refondateur de la géométrie algébrique se trouve sur la piste de la découverte du nombre pi. À l'âge de 20 ans, il résout en quelques mois 14 problèmes demeurés jusqu'ici irrésolus. De tous les mathématiciens du siècle, il est celui qui s'avère seul capable de généraliser un problème. Ce fils d'anarchiste, dont le père a péri à Auschwitz et la mère a succombé à une tuberculose contractée dans les camps, est férocement rêvèche à toute autorité et farouchement solitaire. En 1966, il refuse la très convoitée médaille Fields. Un temps enseignant au Collège de France, il est à compter de 1973 professeur à l'université de Montpellier. Mais il choisit de rompre rapidement avec le milieu scientifique pour vivre reclus en Ariège au début des années 1990, avant de tirer sa révérence en novembre 2014. Se détache, sous la plume alerte de l'écrivain, la silhouette puissante de l'homme, son histoire personnelle et ses idéaux, et avec elle un siècle entier. Car Yann Prado ne retrace pas seulement la vie du mathématicien, il nous entraîne dans le tourbillon d'une époque, dans les milieux réputés fermés qui apparaissent soudain dans toute leur vérité sous les yeux du lecteur. Entre le récit d'une vie et la très grande histoire gravée sur le papier avec la finesse du burin, et la phrase qui claque sans concession, tel un couperet, cette algèbre tient de la saga familiale comme de la grande histoire, depuis les camps de la mort jusqu'à nos jours. Bonjour, c'est La vie est un roman, et donc je reçois Yann Prado pour son livre Algèbre paru aux éditions Alia. Nous sommes sur Aligre FM, et nous sommes dans mon salon parce que Yann Prado travaille le mardi et qu'il ne pouvait pas venir le mardi matin à 9h au studio. Donc bonjour, et je suis avec Alain Amarillo qui va me soutenir, qui a fait des études plus proches du propos du livre que moi. Donc bonjour Yann Prado. Bonjour. Et de quoi parle le livre Algèbre ? Alors, en dépit de son titre court et sibyllin, Algèbre ne parle pas d'algèbre. Algèbre ne parle de fait pas vraiment de mathématiques, mais de ceux qui les font, des mathématiciens. Et de l'un d'entre eux qui est considéré, que l'on peut considérer comme le génie mathématique du XXe siècle,
et dont le nom dit peu en dehors du cercle de ceux qui le connaissent, c'est-à-dire en dehors des mathématiciens. Il s'agit d'Alexandre Grothendieck. Alors Alexandre Grothendieck, c'est donc un esprit génial des mathématiques. Et plus que génial, c'est un esprit visionnaire, hein, puisqu'on est encore aujourd'hui parmi les plus grands mathématiciens, à se dire 50 ans après, mais il avait raison. Donc l'aspect visionnaire, l'aspect génial, c'est déjà quelque chose qui mérite qu'on s'y intéresse. Si on rajoute l'aspect parfaitement inconnu, c'est vrai qu'en dehors des mathématiciens, on ne sait pas tellement, et des écologistes, hein, puisqu'il a été à l'origine de ce que l'on peut appeler l'écologie radicale et de l'écologie en tant que mouvement politique. Donc en dehors de ces deux cercles-là, peu de gens le savent, alors que peu de gens le connaissent, alors que si je fais référence à quelqu'un comme Cédric Villani, on a presque tous peu ou prou entendu parler de Cédric Villani. Si je fais référence à Denis Gage, même chose pour le théorème du perroquet. Donc il y a comme ça, il y a eu l'aspect inconnu de ce grand génie. Il faut dire qu'il a beaucoup contribué à écrire sa légende lui-même. Donc ça, c'est une des choses. Mais pour revenir à votre question préliminaire, ça parle peu de mathématiques et ça parle beaucoup de mathématiciens. Et il s'avère qu'en étudiant et qu'en regardant la vie d'Alexandre Grothendieck, on traverse la vie européenne, la vie de l'Europe du XXe siècle. Hein. Alexandre Grothendieck est né en 1928 à Berlin, ce qui est déjà quelque chose. Et qu'après 1928 à Berlin, d'un père juif, anarchiste, russe, révolutionnaire, et d'une mère allemande, protestante, anarchiste aussi. Donc en 1928 à Berlin, ça fait déjà une naissance qui augure. Et elle a effectivement, ça a donné quelque chose, puisqu'il a passé 5 ans avec ses parents, avant que ses parents le laisse, l'abandonne, le protège, on peut en discuter, pour aller faire la guerre en Espagne. Et il y a donc dans l'histoire de Grothendieck, d'un point de vue personnel, les traces de toute l'histoire européenne. C'est l'histoire des migrants, des migrations, puisque son père a été apatride jusqu'à la fin de ses jours. Grothendieck a été apatride jusqu'en 1971. C'est l'histoire de l'Europe, c'est l'histoire des soubresauts de l'Europe, de la création européenne. C'est aussi l'histoire de la pensée européenne et l'histoire de la pensée mathématique. Hein, parce qu'il y a alors c'est moi ce qui m'a beaucoup intéressé quand j'ai écrit, c'est aussi de voir à quel point ce que je savais, mais ce qui confirmait que la mathématique française est une mathématique, est une école qui fait référence dans le monde, et qu'il y a aussi dans la mathématique française, à un moment donné, dans le courant de la pensée européenne, il y a une influence de la mathématique française. C'est un petit peu ce que je décris, c'est notamment le groupe Bourbaki, Nicolas Bourbaki. Alors Nicolas Bourbaki, quand on connaît absolument rien en mathématiques, on se dit encore un autre mathématicien inconnu. Il s'avère que ce mathématicien-là est très spécial parce qu'il n'existe pas, un peu comme Pythagore dont on ne sait pas trop s'il a existé. Donc Nicolas Bourbaki est une blague à l'origine, est une blague de potache, d'élèves, de brillants mathématiciens de l'école normale supérieure qui ont eu l'idée de créer comme ça. Alors il y a eu Henri Weil, hein, qui est à l'origine de cette histoire, et c'est le frère de... Je dis Henri, mais c'est André. Ouais, c'est André. C'est Henri Cartan et André Weil, et c'est André Weil, le frère de Simone. Voilà, donc il y a comme ça des pensées et des familles qui se retrouvent. Et donc à l'origine du groupe Bourbaki, il y a une blague de potage de créer ce mathématicien Nicolas Bourbaki et de lui créer une histoire, de lui créer un passé, alors qu'il n'a jamais existé. Il y a bien un Bourbaki, c'était un général. Donc Nicolas Bourbaki n'a pas existé, mais en tant que mathématicien, en tant qu'individu, mais en tant que pensée, oui. Il y a eu une pensée, il y a encore une pensée de Nicolas Bourbaki dont le but était de refonder les mathématiques et de le réécrire, si vous voulez, du début, de manière structurellement solide. C'est la théorie des ensembles. Alors, en s'asseyant au démarrage sur la théorie des ensembles, qui est quand même toute une question et tout un questionnement en philosophie mathématique, que on a tous entendu parler de le paradoxe du menteur. Si je dis je mens, il y a un paradoxe. Donc c'est des choses qui, comme ça, des paradoxes qui sont autour de
de la théorie des ensembles, et on retrouve derrière, alors si je peux conseiller ce livre, c'est une bande dessinée Logicomics, on retrouve Russell derrière. Donc sur le travail sur la question de peut-on fonder les mathématiques de manière à ce qu'elles soient indiscutables d'un point de vue de la vérité mathématique. Il s'avère que la théorie des ensembles est un petit peu n'est pas suffisante, et ça Grothendieck a été l'un de ceux qui l'ont dit, et qu'il fallait la refonder sur une autre théorie qu'on appelle les catégories. Et donc, on voit que Grothendieck, dans sa vie, l'a traversé. Alors, pour revenir et terminer momentanément avec Bourbaki, c'est une pensée que l'on pourrait qualifier d'un point de vue philosophique de structuraliste. Hein, on s'accorde aux structures avant les objets. Donc, ce qui relie les objets entre eux plutôt que les objets. Et c'est vrai que ce mode de pensée structuraliste, on l'a retrouvé partout ailleurs. Et j'ai moi tendance à croire, d'un point de vue personnel, qu'elle s'accorde avec une autre pensée qui est la pensée libérale. Je développe ce point-là, c'est comment faire pour passer de la politique des hommes à l'administration des choses. Comment faire pour mettre en œuvre ce que Kant appelait comment gouverner un peuple de démons. Donc mettre en place comme ça une structure qui permet d'administrer la vie. Dans un monde libéral, c'est un petit peu le propos, qui permet d'administrer la vie en faisant fi de la politique. Voilà, c'est une porte que j'ouvre un petit peu dans le roman sans la développer, mais je pense qu'il y a comme ça cette structure sous-jacente donc à voir que la pensée de Bourbaki, alors qu'il est inconnu en dehors du cercle des mathématiciens, a essaimé et germé dans une pensée plus générale qui est la pensée occidentale. Et Grothendieck, quand il est arrivé là-dedans, avec sa manière d'être, évidemment, il n'est pas resté très longtemps. Et c'est ce qu'on voit chez Grothendieck, brouillé avec Bourbaki, comme il s'est brouillé avec tout le monde. Donc la vie de Grothendieck est presque une fuite, une longue errance, dont la mathématique a peut-être été le retardateur. Peut-être qu'il a... parce qu'il a une vie extrêmement chaotique, hein, donc... naissance à Berlin en 1928, puis abandon de ses parents en 1933, qui vont faire la guerre en Espagne, puis, les choses étant ce qu'elles sont, en Allemagne, il est envoyé par la famille d'accueil chez qui il vit, rejoindre sa mère en France. C'est en 1939, et là, la guerre est déclarée, et donc sa mère et lui sont considérés comme étrangers indésirables, hein, sachant que le Front populaire a créé les camps pour accueillir les rapatriés de la guerre d'Espagne. Et Grothendieck et sa mère sont donc incarcérés. Donc Grothendieck a passé sa jeunesse, une partie de sa jeunesse, donc en 1939, hein, il a 11 ans, jusqu'à la fin de la guerre en camp. Et c'est là qu'il a commencé les mathématiques. Alors c'est quand même très particulier. Il a pu bénéficier comme ça de rencontres au cours de sa vie, et notamment de la part du milieu protestant, qui a été très présent dans la vie de Grothendieck, puisque la famille d'accueil à Hambourg c'était des protestants, et qu'ensuite, quand il a été en France, il a été accueilli par le pasteur Trocmé, qui faisait la tournée des camps, dans le but de sortir les enfants, en tous les cas, d'essayer de sortir les enfants des camps. Et donc, à partir du moment où il a été recueilli par le pasteur Trocmé, il a été au Chambon-sur-Lignon pour suivre des études et avoir une scolarité au collège Sévenol. Très vite, il a manifesté des capacités un peu hors normes dans le travail, c'est-à-dire une capacité qu'il a à remplacer d'un point de vue mathématique, à remplacer le comment par le pourquoi. Et très vite, il s'est posé des questions qui n'étaient pas dans les livres. Et ça, c'est quelque chose d'assez central. Et ce qui est devenu important chez lui, hein, c'est qu'il a reconstruit comme ça des objets. Alors, derrière le personnage Grothendieck, donc on a abondamment parlé après sa mort, on a tous, et c'est ça qui m'a intéressé, derrière l'aspect spectaculaire du génie, à savoir la reconstruction de l'intégrale de Lebesgue seul, sans outils, sans bibliothèque. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Lebesgue ayant construit son outil mathématique 40 ans avant, donc il avait tout seul, étant étudiant, il a fait ça tout seul.
Ensuite, la fameuse anecdote des 14 problèmes non résolus de ces maîtres, de ces directeurs de thèse qui étaient Laurent Schwartz et Jean Dieudonné, qui, l'accueillant à Nancy, lui donne un résumé de leurs travaux en cours et 14 problèmes non résolus en disant voilà, là on n'y arrive pas. Et Grothendieck a mis quelques mois à en résoudre la moitié, puis quelques mois à résoudre l'autre moitié. L'anecdote, on met des guillemets anecdote, hein, de ces 6 thèmes de thèse. De faire une thèse, c'est déjà pas évident. Grothendieck est en mesure d'en faire 6 sur des thèmes très différents. Laquelle thèse est une avancée majeure, c'est pas une thèse de complaisance, c'est pas Elisabeth Tessier qui fait une thèse de sociologie, et c'est une thèse majeure, et les comptes rendus de thèse de ces directeurs de thèse sont dithyrambiques. Donc Grothendieck, derrière l'aspect hors norme de sa capacité mathématique, il y a des choses qui sont entrées en résonance plus avec, je dirais, ma vie personnelle. Donc c'est aussi peut-être ça l'activité de l'écrivain, ou si je peux me permettre, c'est de plonger en soi pour essayer du particulier de passer à l'universel. Ça veut dire que moi, mon grand-père est mort en camp, comme le père de Grothendieck, et que je partage d'un certain point de vue avec Grothendieck ce que Richard Hogarth appelle le déclassement par le haut. Richard Hogarth, ce sociologue et écrivain, qui est connu en France comme sociologue alors qu'il est professeur d'université en Angleterre, il était, qui est né dans un milieu populaire et qui a été découvert et reconnu par l'institution scolaire anglaise comme étant un brillant élève, et donc à partir de ce moment-là, il a fait des études et il est devenu professeur d'université. Et il a abondamment écrit sur cette sensation de déclassement que l'on vit quand on vient d'un milieu populaire et qu'on vit dans un milieu qui ne l'est pas. C'est-à-dire, on parle beaucoup de déclassement vers le bas, mais il y a un déclassement vers le haut. Et Grothendieck a connu ce déclassement vers le haut, et moi aussi. Et c'est vrai que Hogarth a cette phrase magnifique pour résumer ça, c'est de dire « je vis avec vous, mais je ne suis pas des vôtres ». Donc, tout ceci est entré en résonance dans quelque chose d'assez étonnant, parce que dès que j'ai eu vent de l'histoire de Grothendieck, il était vivant encore. C'était un dossier dans la recherche qui m'a mis sur les traces de Grothendieck. J'ai su que j'allais l'écrire. Donc après, j'ai écrit. Voilà. Il meurt en quelle année ? Alors, il est mort en 2014. Novembre 2014, et c'était très étonnant parce que j'étais en train d'écrire le premier jet du manuscrit, j'avais pas terminé de l'écrire quand il est mort, et comme souvent quand j'écris, je fais participer mes proches sur mes tâtonnements, les questions que je me pose, sur les impasses dans lesquelles je me trouve, et donc tout le monde était au courant que j'étais en train d'écrire sur Grothendieck, et c'est donc une amie qui m'a prévenu en disant ton héros est mort, ou ton personnage est mort. Et c'est vrai que ça m'a fait quelque chose. Parce que j'étais dans une proximité avec Alexandre Grothendieck à ce moment-là, et toujours, depuis, mais que surtout, Grothendieck, quand j'ai commencé à écrire Algèbre, il était vivant, mais on ne savait pas où il était, puis quand j'ai terminé de l'écrire, il était mort, mais on savait où il était. Voilà. Donc ça a été quelque chose donc je ne l'ai jamais rencontré, j'ai jamais pu l'approcher, personne ne pouvait l'approcher, il ne voulait pas. Mais je n'ai pas non plus cherché à avoir de témoignages, j'ai voulu travailler sur des faits, sur des écrits plutôt que sur des témoignages. Et après, j'ai rencontré des gens qui ont rencontré Grothendieck et c'était très émouvant. Mais dans mon travail, j'ai voulu travailler sur les faits. Parce que je suis assez... moi, parmi, on va dire, ce qui m'a... Dans les lectures qui m'ont attiré aussi pour ce style un peu hybride de roman et de biographie, donc roman biographique et de biographie romancée, je pense à Jean Echenoz, à Courir de Jean Echenoz, Des éclairs et Ravel, le triptyque, qui sont quelque chose d'extrêmement, de toute beauté, que j'adore. Et je pense aussi, alors là ça a été quelque chose d'une très grande découverte, une très grande influence, à Le Quai de Ouistreham de Florence Aubenas, parce que je trouve que, en toute modestie, chez Florence Aubenas, telle qu'elle se décrit, elle est une écrivain. Elle a un sens. Il y a c'est de la littérature, et c'est de la littérature du réel, ou parfois, et me semble-t-il souvent, le réel est bien plus impressionnant que la fiction. Et Grothendieck me confirme dans ce. Une amie, quand je lui parlais du roman, je lui donne le nom de mon personnage, et elle ne savait pas que Grothendieck était un véritable personnage. Et elle me dit, mais comment tu as pu inventer ce nom-là ?
Et effectivement, ça résume un peu tout comment on peut inventer cette vie. Je pense que l'imaginaire n'est pas assez puissant pour ça. La vie est plus puissante que l'imaginaire. C'est un petit peu ça, le réel est plus fort que la fiction. Et là, en lisant votre livre, je me suis souvenu d'un livre que j'ai lu il y a très longtemps, d'Alfred Adler. C'était un des membres du groupe de Freud. Et dans la division des tâches qu'il y avait dans le groupe, il s'occupait de la pédagogie et de la transmission, disons au niveau de ce qu'on appellerait l'école primaire aujourd'hui. Et il disait bon en maths, absence du père. Et donc ça m'a beaucoup frappé cette chose. Alors j'ai cherché, j'ai plus le livre, et c'était assez étonnant cette espèce de. Bon, je ne sais pas si ça. Et ça rejoint aussi toutes les mythologies autour des autistes. Bon en maths, enfin, c'est un personnage vraiment très très. Alors oui. Ça raconte l'histoire du XXe siècle, Algèbre, et d'une façon très très mouvementée. Et puis cet abandon est assez déchirant. Et quand sa mère l'abandonne après, c'est vraiment. On imagine une compensation. On ne peut pratiquement pas faire autrement. Alors je crois, pour revenir, c'est très intéressant ce que vous me dites sur le bon en maths, absence du père, et je raconterai peut-être comment moi je suis arrivé dans les mathématiques, ce qui est aussi quelque chose de, pour moi, étonnant. Oui, l'abandon de Grothendieck, enfin par ses parents, je pense de toute manière, c'est aussi quelque chose qui résonne chez moi. J'imagine tout enfant qui se sent un peu ou prou abandonné. Chez Grothendieck, c'est pas peu ou prou, c'est beaucoup. Vit une souffrance indicible. Et que chez Grothendieck, et c'est quelque chose que j'ai vécu, et c'est quelque chose que j'ai pu rencontrer ou toucher du doigt chez d'autres personnes, c'est vrai que la mathématique constitue un rempart, et je pense que chez Grothendieck, la mathématique a constitué un rempart contre ce qu'on pourrait appeler communément la folie, mais en tous les cas la perte de repères. Pour revenir encore et c'est parce que la mathématique est une discipline... vous parlez d'autisme, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'univers dans lequel on peut se vautrer et vivre sans jamais plus rentrer en contact avec le réel et avec le monde, ce que Grothendieck n'a pas fait. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, la mathématique a certainement incarné pour lui un moyen de ne pas sombrer. Quand j'étais jeune aussi, je fréquentais un bistrot à Bruxelles, j'étais bruxellois, dans lequel venaient tous les marginaux de Bruxelles et tous des gens avec une histoire assez forte comme ça, et il y avait des joueurs d'échecs, il y avait des champions d'échecs de Belgique, et il y a un type qui s'est pendu. Et il m'avait raconté peu avant qu'il voyait des échiquiers tout le temps, enfin qu'il était complètement parti dans ça m'avait assez secoué, cette vision, c'est comme je voyais un fou d'échecs du plafond, et ça fait penser vraiment achevé, il n'avait pas l'univers abstrait qui s'était créé n'était pas suffisant pour lui donner des ressources pour continuer à vivre. Ça fait penser à la nouvelle de Stefan Zweig, le joueur d'échecs, évidemment. Oui, c'est parallèle comme genre d'existence. Je pense que je pense effectivement que les échecs. Moi, je pensais comme ça au jeu des perles de verre d'Hermann Hesse. Vous savez, ce jeu dont les possibilités sont infinies, et c'est un peu le cas des échecs, et je crois que c'est le cas des mathématiques. Ce qui fait que je situe les mathématiques du côté du jeu et non pas du côté des sciences, ce que fait tout l'enseignement en France, le bloc scientifique comme on dit, alors que je situe les mathématiques du côté du jeu parce qu'on est dans quelque chose qui est hors le monde. On est, et donc d'abord, à titre personnel, moi j'ai jamais vu un triangle, donc je vois bien la Terre, je vois bien une étoile, mais un triangle non, mais on est dans quelque chose qui est hors le monde et dans lequel on peut rester tout le temps. Il suffit de beaucoup d'énergie et puis à tous les niveaux. Il suffit d'être capable de répondre à la question pourquoi les trois médiatrices d'un triangle se coupent-elles en un point et en un seul pour égayer sa journée. C'est un petit problème de géométrie, mais être capable de le résoudre seul, ça nous conforte dans le fait qu'il y a des choses derrière et encore des choses. Et puis une fois qu'on met un doigt dedans, ça peut être l'engrenage. Et c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de personnes pour qui les mathématiques étaient extrêmement centrales. Alors pour revenir à l'absence du père, et bon en maths, absence du père, moi j'étais pas bon en maths j'étais pas bon en maths quand je suis arrivé au collège. Puis j'avais un ami, on était tout le temps fourrés ensemble, et on était aussi pas bon en maths l'un que l'autre.
À ceci près que lui avait, on va dire, des ressources familiales plus importantes que les miennes, puisque son père était, mais toujours docteur en mathématiques, et sa mère est docteur en didactique des mathématiques. Les deux ont un parcours similaire, maths sup, maths spé, école normale supérieure, agrégation, et puis après la question, qu'est-ce qu'on fait? Bon, oui, moi je vais faire une thèse, tiens, moi aussi. Bon, alors, donc les deux sont des mathématiciens de haute volée. Et j'ai commencé donc à faire des mathématiques avec la mère de cet ami d'abord, puis avec le père. Et c'était une rencontre qui était un petit peu de l'ordre du maître et de son disciple. Donc tous les dimanches, j'allais chez lui et je faisais 3, 4, 5 heures de mathématiques avec lui, en plus de ce que je devais faire à l'école. Et ça a été effectivement magnifique, et ça a été une chance parce que sans ça, j'aurais jamais fait de mathématiques. Alors, qu'est-ce que j'aurais fait? Évidemment, la question se pose plus. Mais ça me fait penser à Amadeus de Forman. Au début du film, il y a Salieri, donc c'est le portrait croisé de Salieri et la rencontre avec Mozart. Et Salieri remercie Dieu de lui avoir donné le talent de la musique. Et à la fin du film, il remercie Dieu de lui avoir donné le talent de découvrir que la musique, c'était Mozart. Et de fait, c'est quelque chose d'assez similaire. J'ai pas forcément été très loin en mathématiques, j'ai eu une maîtrise de maths pure et je suis devenu enseignant, mais j'ai pu toucher du doigt la beauté de la discipline. Alain, peut-être tu voudrais intervenir? Ben, sur le rapport à la mathématique, il y a un petit extrait que je voudrais lire. Pendant l'occupation, et malgré des conditions de vie épouvantables, Alexandre va découvrir la mathématique, son agaçante beauté et sa protection loyale. Je pense que ça, c'est ce qui illustre ce que vous avez dit un instant avant sur cette rencontre entre Grothendieck et les maths, quoi. C'est une rencontre qui, selon vous, était la rencontre, ou on aurait pu imaginer d'autres disciplines pour cette... Ben, je pense que fondamentalement, dans les conditions, ce qui fait aussi que la mathématique a peut-être été la rencontre, c'est qu'on a besoin de rien. On a besoin de questions. Ce qui n'est pas grand-chose, ce qui est tout et pas grand-chose, mais que matériellement parlant et dans les conditions où vivait Grothendieck à l'époque, il n'y avait pas besoin de plus. Enfin, il n'avait pas plus à sa disposition. Ce camp dont vous avez parlé. Voilà, donc il n'avait rien. Donc c'est vrai que la mathématique, alors est-ce que ça aurait pu être la musique? Ça, on voit qu'il avait aussi une appétence pour la... Il jouait du piano. Il apprend pratiquement tout seul. Il a des premières leçons. Et puis après, mais là aussi, on a des récits, des films et tout, sur des autistes qui jouent du piano. Mais cela dit, peut-on dire que Grothendieck était autiste? Je pense pas. Je pense pas. Ouais. Alors après, voilà, ça c'est un peu la question. En tous les cas, arrogant et sûr de son talent mathématique, seul, comme le sont les génies. Je crois, sans égal. Il a eu du temps... D'abord seul, avant d'être un génie, c'est d'abord un petit enfant seul. Et alors, le génie, bon, c'est une chose qui apparaît à un moment donné. En même temps, quand on lit le livre, c'est une succession de rencontres, quand même. C'est une succession de rencontres, et c'est vrai, je suis d'accord avec vous, qu'il a des interlocuteurs, mais... Il a des... C'est plutôt des gens qui lui ouvrent des portes, quoi. Et puis après, il va tout seul, il investit le champ. Je crois qu'il y a un peu de choses. Oui, il y a des défis plutôt. Il a des gens qui... De porte. C'est chiche. Je crois cette théorie de la consolation par... c'est-à-dire, il voit qu'il y a quelque chose qui peut absorber son esprit. Donc, quand il se pose la question sur Pi, finalement, sur le cercle... Voilà, un enfant s'amuse, il joue... Bon, ça, à la limite, je pense que c'est l'étonnement. Oui. C'est l'étonnement enfantin. Il y a la reconnaissance des pairs. Alors, il y a eu ces choses-là. Une pratique des mathématiques... Enfin, ça serait vraiment la folie. On ne peut pas imaginer une pratique des maths qui passe pas par la reconnaissance des pairs. Je dirais que toutes les premières années, c'est ce qui se passe. Enfin, c'est-à-dire qu'il est assez seul. Et il y a une solitude. Il travaille seul à Montpellier. Je crois que les deux, en fait, ce que vous dites, les deux sont justes et sont véridiques, à savoir qu'effectivement, il est dans une grande solitude de par son talent après et avant, de par ses conditions de vie. Mais qu'aussi, c'est vrai, c'est un petit peu la question que je me posais, qu'est-ce que le génie et surtout qu'est-ce qu'on peut faire, et Grothendieck, qui s'avère, il a été reconnu de son vivant et accueilli par le système. Donc à Montpellier, il est seul, mais il y a un professeur qui dit tous ceux qui le croisent disent il est seul, mais il n'est pas. Relance à chaque fois. Voilà. Puis ensuite, il arrive quand même, il a à un moment donné des pairs. C'est Jean-Pierre Serre. Quand il est à l'IHES, c'est
les 12 années qui passent à l'IHES et les 12 années de production intense de mathématiques qui sont absolument hors normes et qui constituent aujourd'hui le goulet d'étranglement de n'importe qui voulant faire de la géométrie algébrique, d'ailleurs qu'on est obligé de passer dans ces rails-là, c'est le trio le plus formidable et le plus extraordinaire et impensable des mathématiques, à savoir Jean Dieudonné, l'ancien directeur de thèse d'Alexandre Grothendieck, Jean-Pierre Serre, qu'il a connu à Normal Sup et qui est aussi alors, un pur produit de la méritocratie française. Quelque chose, il enchaîne les premiers deux. Premier à la grecque, plus jeune agrégé, plus jeune professeur au Collège de France, plus jeune médaille Fields. Enfin, c'est un mathématicien aussi hors norme. Et Alexandre Grothendieck, donc ces trois-là vont travailler de pair. Et c'est vrai qu'il a, dans Jean-Pierre Serre, à ce moment-là, du répondant, la correspondance entre deux est absolument extraordinaire. Entre des considérations générales et des considérations pointues sur les mathématiques, il y a une bonne partie du livre qui est absolument illisible pour quiconque. Et c'est un petit peu ce que j'écris, c'est qu'effectivement, quand il quitte l'IHES, il quitte ce groupe-là, il quitte cet univers dans lequel il est protégé et dans lequel il est aussi maintenu en dehors du réel et en dehors de son réel qui est peut-être aussi de la part sombre d'Alexandre Grothendieck. Et donc il s'efface, s'enfuit et commence une grande errance où il n'a plus de vis-à-vis. Et c'est un petit peu là où le génie passe d'un autre côté, c'est la question de l'autre. Quel est l'autre du génie où le génie devient un peu monstrueux, parce que quel est l'autre du monstre aussi, hein, donc à ce moment-là, il y a une dérive de la part de Grothendieck. Et pour revenir à cette reconnaissance, effectivement, il a été accueilli et reconnu de son vivant, de son génie. Ensuite, oui, il y a eu des rencontres, et la mathématique a constitué quelque chose qui... Est-ce que autre chose pouvait fonctionner? Je ne sais pas, mais le fait est que c'est la mathématique qui a servi à Grothendieck de rempart et en même temps de lieu d'expression d'un talent peut-être qu'il aurait trouvé à s'exprimer ailleurs. Est-ce qu'il y a un génie dans une discipline ou est-ce qu'il y a un génie tout court? Alors ce que dit Adler, là, puisque j'ai relu une page que j'ai trouvée par hasard, c'est que les gens qui sont bons en maths ne sont bons qu'en maths. Et qu'ils n'ont pas de... que c'est une capacité il n'y a pas de versant pragmatique, il n'y a rien d'autre. Il parle de modèle, Adler, comme dit-il, pour les poètes et puis pour les artistes, mais ce n'est pas du tout la même chose, puisque le contre-modèle est aussi un modèle dans ces pratiques-là. On peut rater de façon magistrale, c'est le message de Beckett, tandis que là, il y a une espèce de démonstration objective qui est un en-soi, enfin on est dans l'en-soi, on n'est pas... Alors cependant, il y a quand même quelques exemples de mathématiciens qui ont fait de la littérature avec talent, c'est Queneau, Pérec, au niveau de l'Oulipo, il y a alors, certainement un aspect mathématique de cette production comme ça, littéraire, de manière algorithmique. Vous connaissez Arnaud Schmitt? Non. C'est le Joss allemand, c'est un écrivain qui a fait la guerre dans la Wehrmacht et qui écrivait des livres d'avant-garde. L'après-midi d'un faune, c'est le livre qui est le plus connu. Il faisait des maths aussi. Mais ça a un côté ludique, quand c'est pas l'activité principale, c'est une dimension qui est tellement différente. C'est vraiment... c'est comme les clodos de Beckett avec leurs cailloux dans la poche. Là, quand ils font il y a une question de temps et d'énergie aussi. Hein, oui, c'est-à-dire que quand on est dans les mathématiques et quand on est absorbé dans les mathématiques, on est absorbé entièrement là-dedans et on n'a ni temps ni énergie de faire autre chose. Alors après, c'est vrai que ça constitue ça peut constituer un mode de vie, un mode de vue. Moi, je sais que je suis toujours, quand je discute avec des collègues mathématiciens, je suis toujours dans une proximité. Suite à la parution d'Algèbre, j'ai eu une discussion avec Michel de Mazure, qui a été un des thésards de Grothendieck, et qui me confirmait sur l'aspect très arrogant et à la fois très sûr de lui de Grothendieck sur ses mathématiques. Et que je sentais bien, quand on discutait, Michel de Mazure et moi, quand on discute entre mathématiciens, on emploie des raccourcis de langage qui nous sont propres. Quand on discute le langage d'attribut. Oui, voilà. C'est en même temps, c'est pas un jargon. Hein, on jargonne pas. C'est que le langage mathématique a ce site spécifique. C'est d'abord un langage non polysémique, un sens, un mot.
un mot, un sens. Donc là-dessus, je veux dire avant avec mes artistes. c'est quelque chose qui est très, très particulier. Et qu'ensuite, il y a un détournement d'une partie du langage courant, et plus une création d'un langage spécifique. Quand on n'a pas les mots ou quand on a épuisé le stock de mots disponibles, on en crée d'autres. Alors c'est vrai que Grothendieck a été, il le dit, un créateur de langage. Et que donc on peut s'interroger sur le réel mathématique qui n'est, tel que Grothendieck le décrit, qu'une création de langage. Alors, pas aussi simple que ça. Et puis pour parler de Mallarmé, moi j'ai souvenir d'un de mes cours d'agrég, où il y avait comme ça ce théorème. Notre professeur énonce un théorème, et il énonce en se servant que de mots français, courants. Et le théorème dit « un corps n'a pas d'idéaux propres ». Et j'ai trouvé que c'était quelque chose d'absolument surréaliste. Parce qu'un mathématicien va entendre une chose, et puis un non-mathématicien va entendre quelque chose d'autre. Et on est sur un pont, une forme de poésie. Et en tous les cas, on est sur un langage et sur une dénotation qui diffère d'un monde à l'autre. Là, je pense à Wittgenstein. J'y ai pas pensé en lisant le livre, mais là, c'est vraiment flagrant. Oui, alors Wittgenstein, c'est un petit peu c'est flagrant. On a parlé de Russell, mais enfin... Voilà, complètement, c'est... Et puis, ce qui est encore plus flagrant, et pour continuer le parallèle avec Wittgenstein, c'est que Wittgenstein, on en a parlé un petit peu, je me souviens, il y a quelques années, il y a eu un film, une pièce de théâtre autour de Wittgenstein, ou plutôt autour de la vie de Wittgenstein, parce que la philosophie étant ce qu'elle est, elle est très difficile à appréhender. Et puis la vie de Wittgenstein fait écran à la philosophie de Wittgenstein, parce qu'il a eu aussi une vie complètement hors norme et extrêmement chaotique. Alors pour le coup, issu d'une grande famille, d'une famille bourgeoise de Vienne, mais instituteur, il a été, je crois, jardinier, il s'est engagé, donc il a été militaire du contingent, puis grand philosophe, donc oui. Mais là, il y a la question de l'homosexualité, c'est comme avec notre ami qui brise les côtes, là, qui s'est suicidé en 1954 à Apple. Là, Alan Turing. Turing. Alors il y a chez chez Wittgenstein l'homosexualité qu'on n'a pas, mais on a chez Grothendieck une dimension, une passion pour les femmes, on va dire une hétérosexualité débordante à un certain moment de sa vie, ce qu'il dit lui-même. C'est plutôt sympathique. Ce qui le rend, cet appétit à la fois d'une naïveté débordante, et puis je pense que ça n'a pas été toujours facile pour les femmes qui n'ont pas traversé sa vie. Et de manière générale, pour les gens qui ont traversé sa vie, ça n'a pas toujours été extrêmement facile de vivre à côté plutôt qu'avec Grothendieck. Voilà. Je ne sais pas si tu voudrais dire des choses, mais parce que je pensais aussi le tournant écologique là, est-ce qu'on peut l'expliquer Alors, c'est effectivement, qu'est-ce qui a fait qu'en quittant l'IHES, alors il y a eu mai 68, c'est un petit peu, moi c'est par là que je commence. Il est chahuté à Orsay. Il est chahuté, il est chahuté à Orsay. Il est montré comme un mandarin vraiment infect, enfin c'est ce que... Il était, il faut aussi, c'est le contexte, mai 68, Grothendieck fait partie de l'élite mondiale de mathématiques, pas française ni locale, mondiale. Il est l'un des plus grands mathématiciens du monde, il a reçu en 66 la médaille Fields, qui est la distinction la plus importante du milieu mathématique. Il a refondé la géométrie algébrique, et il a derrière lui tout un mouvement. Il a l'IHES qui fonctionne à plein, donc l'Institut des hautes études scientifiques, qui est le décalque français de l'IAS de Princeton, qui était le laboratoire d'Albert Einstein. Donc on est quand même à ce niveau-là de pensée. Et il a autour de lui tous les meilleurs élèves, ou presque, de l'école normale supérieure. Il a un certain nombre d'étudiants qui viennent de l'étranger. Il a Jean Dieudonné qui lui sert de secrétaire et de scribe. Il a Jean-Pierre Serre qui joue au ping-pong conceptuel avec lui. Et il produit. Donc il en est là. Il a Bourbaki. Alors, donc on en est là des mathématiques, et c'est... Quand arrive mai 68, et aussi un certain nombre de revendications, de démocratisation, de descendre dans l'arène et de partager, enfin, un mouvement comme ça d'intelligence collective avec lequel Grothendieck se sent en phase de par son héritage, de par son père, de par sa mère, de par les investissements politiques de ses parents, mais en même temps, il est un pur représentant de l'ordre mathématique. En tout cas, il est un pur représentant de ce que les enragés, de ce que les étudiants ne veulent pas voir.
Et en même temps, Grothendieck est quelqu'un d'extrêmement arrogant et il partage une vision qu'a Bourbaki, hein, c'est-à-dire laissons les grands penseurs penser et utilisons les moins grands penseurs pour faire caisse de résonance. Donc il y a comme ça une vision pyramidale de l'idée mathématique. Les grands penseurs font des mathématiques, donc Grothendieck était un grand penseur et il en était très certain. Et puis en dessous, il y a les moins bons. Alors il disait ça, Grothendieck, hein, c'était nous on cherche et puis on n'enseigne pas. Et puis il y a des mathématiciens de moins bon niveau qui vont enseigner et relayer nos idées. C'est pas complètement bien passé en mai 68. C'est ce genre de pensée. Donc il est arrivé, face aux étudiants et au mouvement de mai 68, alors qui à Orsay c'était pas la Sorbonne, hein, c'était un peu plus calme, mais il y a eu quand même il y a eu des mouvements, il y a eu des grèves comme partout en France, et il est arrivé avec certainement la naïveté de dire je suis des vôtres, voyez mon arrière-plan, et puis en même temps il a découvert qu'il n'était pas des leurs. Donc ça a été tel que moi j'ai pensé la chose, je me suis dit il a une première fêlure. Ensuite il a 40 ans à ce moment-là. Un grand passé, il a déjà un passé mathématique et une œuvre. Et puis, ça c'est l'hypothèse que suppose Michel Serres, peut-être un peu de fatigue. Hein, la puissance de Grothendieck, la puissance de travail de Grothendieck était phénoménale, mais au bout d'un moment, la machine fatigue. Et puis, toujours l'idée que le costume du génie, c'est pas le sien, c'est celui que la société lui donne. On l'a accueilli à ce titre-là, mais ensuite, qu'est-ce qu'il en fait? Alors, il a commencé à changer de combat. Il n'a jamais vraiment arrêté les mathématiques, mais c'est vrai qu'il est devenu moins productif. Il a changé de combat et il s'est investi dans celui de l'écologie, découvrant, tel que c'était aussi dans une pensée de l'époque, que la Terre était en danger, qu'il y avait aussi, alors là, c'est aussi la fin de l'idéal Bourbaki de mathématiques pures, et on commence à penser à des mathématiques appliquées, des mathématiques qui se doivent d'avoir une utilité, et donc on commence à poser la question de l'utilité de l'investissement, ce qui était à l'origine dans l'IHES, parce que c'était dans l'IAS, à savoir, c'était pas complètement purement philanthropique de la part des créateurs, du créateur de l'IHES, à savoir qu'on laisse les penseurs penser, puis s'il y a des industriels qui trouvent matière à investir, on les laisse investir. Ce qui n'est pas exactement l'idéal Bourbaki des mathématiques, c'est les penseurs pensent et puis les industriels industrient, mais chacun de son côté, on ne se mélange pas. Il y a eu cette division un peu entre mathématiques pures et mathématiques appliquées qui continue. Et à ce moment-là, en 1970, il y a presque un schisme dans la communauté mathématique. Bourbaki est en train de reculer. La vision des mathématiques telles que Bourbaki la porte est en train de reculer au profit d'une vision plus productiviste, telle que la société la réclame aussi. Cette production mathématique au service. Donc on est, à ce moment-là, Grothendieck est en décalage avec ça. Et il est en décalage avec son entourage. Et puis, il y a, pour revenir à ce qu'on disait sur l'existence ou non de père à Grothendieck, il y a la question des héritiers de Grothendieck. Et c'est aussi la question du génie. Si le génie n'a pas n'est héritier de personne, d'aucune école, a-t-il des héritiers? Il y a eu un moment donné, c'est la question de Pierre Deligne, donc, qui a été pour Grothendieck l'héritier, l'élève, l'héritier et celui qui allait poursuivre l'œuvre. Il y a eu comme ça, en 1974, la démonstration de la dernière conjecture de Weil, et on revient sur la famille Weil, et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'est quand même quelque chose de foisonnant sur la famille Weil, Simone et son frère, et puis Grothendieck. Donc la démonstration de la troisième conjecture faite par Deligne emploie ce que Grothendieck ne voulait pas admettre, parce que c'était les angles morts de sa mathématique, c'est-à-dire des démarches extrêmement classiques qui sont le produit de l'enseignement. Et Grothendieck, n'ayant pas suivi ce cursus, il s'est un petit peu fait tout seul, il a trouvé que c'était comme une trahison de la part de son héritier que de ne pas employer ses méthodes. Et donc Serres pose la question quant à son abandon des mathématiques, mais pourquoi toi as-tu abandonné? Tu reproches à tout le monde de l'avoir fait, mais pourquoi toi as-tu abandonné? Et peut-être, c'est la question que pose Serres, peut-être que
peut-être que tu t'es aperçu que voilà, la tâche était trop grande. Et c'est vrai qu'il embrassait le travail et par sa puissance phénoménale de calcul, mais qu'il avait quand même à faire un gros. Il a refondé la géométrie algébrique. Ça peut paraître comme ça pas grand-chose, mais c'est énorme. Parce que c'est vrai qu'il est très amer, enfin, peut-être on peut dire un mot de récolte et semaille, il est très amer vis-à-vis justement de son entourage et particulièrement de son second. Il se plaint. C'est assez étonnant, c'est un ton nouveau chez lui. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, récolte et semaille, déjà pour l'introduire, donc Grothendieck était graphomane. Il écrivait sans cesse. Donc il y a des milliers de pages qui traînent un peu partout. Alors dans son ancienne là où il vivait au moment de son décès, puis à l'université de Montpellier, et ce texte, Récolte et semaille, qui est un texte qu'il a écrit, puis qu'il a envoyé à certains éditeurs qui se sont déclarés intéressés du fait de l'aura de Grothendieck avant de passer la main en voyant le résultat. Alors Récolte et semaille est un texte très très étrange et très particulier, qui est une pensée qui se cherche quasiment en temps réel. Donc c'est un texte qui est conçu et construit par note dans la note, renvoi, une table des matières de 30 pages, une introduction de 100 pages pour un texte de 1000 pages, c'est quelque chose d'énorme. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'amertume dans Récolte et semaille. Un tiers de Récolte et semaille sont des mathématiques. Et il crie à la trahison, il crie au renoncement, il crie au vol, il crie à plein de choses. Il tire un boulet rouge sur toute la communauté mathématique, toutes celles qui l'a accompagné. Et donc il a fait extrêmement mal autour de lui. Et est-ce que... Voilà, et c'est à partir de ce moment-là où Jean-Pierre Serres lui a dit, mais pourquoi as-tu arrêté? Pourquoi as-tu abandonné? C'est vrai que il y a dans Récolte et semaille une profonde amertume, et en même temps, ce que disent ses disciples, ses élèves, ses héritiers, mais on ne peut pas faire autrement que de ne pas le citer, il n'y a que lui. Dès lors qu'on met, ce que je parlais tout à l'heure de goulet d'étranglement, dès lors que l'on met les pieds dans la géométrie algébrique, on traverse le long tunnel de la refondation de Grothendieck, et de qui peut-on parler d'autre que lui quand on fait la recherche dans ce domaine-là? Bon, alors, pour parler de Récolte et semaille, quand j'ai eu cette discussion avec Michel de Mazure après la publication d'Algèbre, il m'a dit cette chose très intéressante, et c'est vrai que ça qui correspond au personnage, c'est qu'en disparaissant, et il a disparu un peu de temps après l'écriture de Récolte et semaille, Alexandre Grothendieck a contribué à l'écriture de sa légende. Et ça, je crois que Grothendieck, effectivement, avait une sensation très nette de son talent, et que donc un génie de cette trempe ne pouvait avoir qu'une légende. Donc il a contribué à créer une légende de son vivant en disparaissant. Et c'est vrai que Récolte et semaille a contribué à cette... il l'a certainement voulu pour contribuer aussi à cette légende. Ceci étant, c'est un texte extrêmement difficile à lire, qui est extrêmement touffu, qui est extrêmement dense. Et si on enlève la partie mathématique, qui est quand même une très grosse partie, il reste aussi quelque chose qui... Alors, voilà, les choses sur lesquelles je suis moins Grothendieck, c'est quand il découvre la méditation. On est dans quelque chose de l'époque, des années de l'après 68, et la découverte un petit peu de la méditation et du travail du yoga, du zen et autres. Alors si on essaye de parler de son œuvre mathématique, avant de poursuivre peut-être sur l'écologie, sur ces dernières années, est-ce qu'on peut réussir à la caractériser? Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez décrit les objectifs de Bourbaki. Alors pourrait-on dire par exemple que Grothendieck généralise encore les objectifs de Bourbaki, qui sont déjà très généraux, très ambitieux, et qui consistent ni plus ni moins qu'à reprendre le travail d'Euclide, mais au XXe siècle. Alors, la différence entre Bourbaki et Grothendieck, c'est que Bourbaki refonde des mathématiques existant déjà, afin de leur donner une solidité conceptuelle, et notamment pour faire face, alors ça a été le coup de poignard, même le coup de canon de Gödel, et des problèmes de complétude. Donc Bourbaki est un travail qui se fonde sur des mathématiques déjà faites, avec toujours le souci que les mathématiques se poursuivent quand Bourbaki est toujours derrière.
Et Grothendieck fait partie de la partie, il est membre de ceux qui font se poursuivre les mathématiques. Donc Grothendieck, alors pour essayer d'avoir ces, disons-le, incompréhensible pour, on me disait, qui peut comprendre, Grothendieck disait lui-même, à part moi, personne. Voilà, donc comme ça c'est extrêmement simple, extrêmement clair, mais on peut, disons, faire très simple en disant à renvoyer à Descartes. À partir du moment où Descartes a transformé un problème géométrique en un problème algébrique, en s'appuyant sur toutes les découvertes des algébristes italiens d'avant lui et des algébristes arabes, donc a transformé une question sur un cercle en une question sur une équation. Un jeu sur les lettres, une question sur une forme géométrique en un jeu littéral sur des manipulations algébriques et autour des égalités, des inégalités. Donc Grothendieck est dans cette veine-là, il est très très loin de Descartes, mais il est donc il s'inscrit dans cette grande tradition française de géométrie algébrique, qui est aussi à la rencontre entre plusieurs écoles. Donc l'algèbre est aussi une grande école allemande, et c'est vrai que dans le contexte européen de guerre avec l'Allemagne, il est intéressant de voir que Grothendieck, né à Berlin, est dans cette rencontre entre la géométrie et l'algèbre, école allemande. Donc après, le travail de Grothendieck a consisté à donner, en géométrie algébrique, parce qu'il n'est pas intervenu que là, à donner, entre autres, des fondations solides, tout comme Bourbaki. Bourbaki a voulu donner aux mathématiques des fondations solides, Grothendieck a donné des fondations solides à la géométrie algébrique. Une dernière question, Alain. Non ? Donc, poursuivons alors. Et donc, à donner des fondations solides, et c'est vrai, ça s'est fait, alors c'est encore, on retrouve l'histoire, en enterrant les fondations qui le précédaient, qui sont celles de Weil. Et c'est là où les personnes, et c'est là pour conclure avec la question de démarrage sur algèbre, c'est là où j'ai moi voulu montrer que la mathématique, c'est pas une affaire... c'est une affaire de mathématiciens, mais que les mathématiciens sont avant toute chose des hommes, et que dans le monde mathématique, il y a aussi les querelles d'hommes, il y a des batailles d'hommes. Il y a eu, donc entre Weil et Grothendieck, il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup d'inimitiés, et Weil étant l'un des fondateurs de Bourbaki, il y a eu, sur l'objet des mathématiques, mais certainement pour des raisons de personnes, des batailles et des heurts. Il y en a eu énormément entre Grothendieck et Mottchan, et Mottchan, le créateur de l'IHES, et donc c'est aussi sur la question des maths pures et des maths appliquées et des applications à l'industrie de la recherche. Et ça a été la question de Grothendieck après 68 et de l'écologie, doit-on continuer la recherche scientifique? Si la recherche scientifique, mais là on rejoint une question, celle de Günther Anders, si la recherche scientifique c'est la bombe atomique, est-ce qu'il vaut mieux pas arrêter? Que faire? Et peut-être on conclut avec cette question d'Adorno. Il n'y a plus de poésie après Auschwitz, il n'y a plus de poésie après la bombe atomique. Que faire? Que peut-on vivre? En même temps, l'humanité est résiliente par définition. On a vu d'autres choses que dans l'histoire de l'humanité, on a vu d'autres choses que je ne suis pas sûr qu'on ait vu plus meurtrier que le XXe siècle. Quand Florence, au XIIIe siècle, quand la peste débarque au XIIIe siècle à Florence et qu'il reste un tiers des habitants, et qu'ensuite ils font le capitalisme, pour reprendre des références à la Adorno, en généralisant les métiers à tisser et en inventant l'assurance et les voyages au long cours, ils sont extrêmement résilients. Oui, ils ont perdu 2/3 de leur... C'est un mal naturel qui a frappé le XXe siècle. Considérer que ce que font les humains n'est pas naturel, enfin je sais pas, c'est la question de l'écologie, mais... C'est ça, mais là, considérer qu'on a envoyé 2 bombes atomiques... Pour conclure, que ce livre peut être lu, même si on ne s'intéresse pas aux mathématiques, que c'est une histoire du XXe siècle et que c'est quand même très mouvementé, qu'il y a bien des approches, entre autres la question de la génialité, ça je pense qu'on l'a bien comprise, mais que c'est aussi un reflet enfin c'est magnifique, c'est comme j'ai pensé à toutes ces vies de militants communistes par exemple, ou anarchistes, il y a quelque chose, il y a un mouvement, et puis ça finit à la californienne comme ça, et puis elle se replie, et puis il y a cette écologie radicale, c'est assez passionnant. C'est une vie, disons. Pour parler comme Vasari, c'est une vie. C'est une vie. C'est une vie pleine, et c'est vrai que ce livre peut être lu, peut-être même doit être lu. En tous les cas, j'ai
je l'ai pensé comme ça, par tous, Il aborde indépendamment. par tous, oui. Voilà, indépendamment des questions de niveau mathématique, parce que les mathématiques en France laissent toujours un souvenir plus ou moins agréable. Et le titre algèbre, pour revenir dessus, pour moi m'évoque un petit peu, c'est l'ardoise l'ardoise noire de l'école. Hein, c'est quand on a tous appris les tables, nos tables. Donc pour renvoyer au fait qu'on a tous une autre idée de ce qu'est l'algèbre et un souvenir, et que donc ce livre-là montre qu'il y a aussi des personnes, et il y a des vies dans l'algèbre, et celle de Grothendieck en est une, et c'est aussi une vie qui rencontre l'histoire, son histoire rencontre l'histoire. Donc voilà, merci de m'avoir pour l'accueil. On est très content de vous avoir vu, ouais, c'est formidable, c'est passionnant. Donc c'était La vie est un roman, et nous étions avec Yann Prado pour Algèbre, paru aux éditions Alia il y a un mois ou deux, qui se trouve dans toutes les bonnes librairies à côté de la caisse. Et c'est d'ailleurs la définition qu'est-ce qu'une bonne librairie, c'est une librairie où on trouve algèbre. Voilà. Non, mais les livres d'Alia sont très bien diffusés, plaisent beaucoup aux libraires. Et ils sont très bien travaillés, ils sont très très beaux. C'est des beaux livres, oui. Ce sont des beaux livres. Merci.